ce matin. Avec nous, Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, essayiste, fondateur de la revue Front Populaire et vous venez ce matin pour ce livre Vie parallèle, De Gaulle-Mitterrand aux éditions Robert Laffont. Oui, et on va revenir dans un instant sur ce portrait croisé du général de Gaulle et ce de dos France. à dos, plutôt. Oui, un peu, oui, c'est ça. Parce qu'il y a une phrase qui résume un peu votre récit. L'un, le général, se veut au service de la France, l'autre, François Mitterrand, veut une France à son service. C'est cash, et en contre-plongée, si je puis dire, il y a un petit peu la France d'aujourd'hui et son peuple. Mais avant ça, Michel Onfray, quelques questions liées à l'actualité et puis la gestion du Covid. Je rappelle que vous avez eu le virus, que vous avez attrapé, vaincu. Vous êtes en pleine forme, là, visiblement, ce matin. Vous nous le raconterez tout à l'heure, ainsi peut-être que le coup de fil au professeur Raoult. Mais en ce moment, il y a, outre le couvre-feu et puis le dépistage, il y a le débat aussi sur le plan de vaccination. Avec ce que vous avez vécu, vous, quelle est votre attente par rapport à cette campagne de vaccination ? J'ai beaucoup dit que j'étais l'enfant de la République. Moi, je me souviens qu'à l'école, on m'avait appris Pasteur, Larynge, le vaccin, la différence entre les vaccins, le sérum, etc. C'est-à-dire que il y a une science qui est reconnue par la planète entière. Ça fait des décennies. Il y a des millions de gens qui ont été soignés avec les vaccins, et on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui sont dans le nihilisme le plus total sur ce sujet, en nous disant non, pas de vaccin, c'est dangereux. Puis avec tout le délire, les effets secondaires, avec l'idée qu'on pourrait injecter au corps défendant des gens des nanotechnologies à partir desquelles on pourrait les piloter. Mais les gens sont déjà pilotés avec leur portable. Ils n'ont pas compris qu'on n'a pas besoin de nanotechnologie pour être suivis, pistés. Ils sont déjà dans la servitude volontaire avec leur propre téléphone portable. Et il y a un délire complet. J'entendais tout à l'heure sur votre antenne quelqu'un qui dit moi je vais bien, mais le vaccin c'est pour les autres aussi. Il n'y a pas que soi. On est dans tout pour ma gueule. Moi je suis jeune, je vais bien, je vois pas pourquoi je me vaccinerai. Mais mon cher monsieur, pour protéger les autres. Parce que les autres existent, vous n'êtes pas tout seul dans la vie. Donc il y a un moment donné où il faut se dire je protège les gens parce que les autres me protègent aussi. C'est ainsi qu'on arrêtera cette maladie. Mais c'est déjà le cas avec la grippe, Oui, bien sûr. Oui. Non, mais nous, on a une culture de grossièreté, de vulgarité, d'égotisme, etc. Vous allez en Asie, les gens, ils portent des masques, non pas pour se protéger d'autrui, mais parce qu'ils protègent autrui. C'est-à-dire, il y a une disparition du civisme depuis après mai 68, je dirais. Il consiste à dire, moi d'abord, moi tout seul, moi je n'en ai rien à faire. Je voyais aussi tout à l'heure des fiestas avec 500 personnes à Marseille. Mais cette façon de dire, on est jeune, on va bien, etc. Mais mon garçon, tu es jeune, c'est bien, mais les autres que tu vas contaminer. Oui, mais Michel Onfray, on peut comprendre peut-être aussi une forme de défiance en se disant là, sur la gestion quand même du Covid, que ce soit sur le dépistage, sur les masques, on nous a un petit peu baladé. Donc là, on est en train de travailler sur un vaccin qui n'est pas tout à fait d'ailleurs un vaccin, qui est une autre technique, la thérapie en fait génique. Ça va très vite alors que jusqu'à présent on n'était pas habitué. Donc on peut comprendre cette petite non, on peut pas comprendre, défiance. Parce que les gens sont incultes la plupart du temps. Demandez-leur comment est constituée une cellule, est-ce qu'est l'ADN, comment se distingue l'ADN de l'ARN par exemple. Moi aussi j'ai appris ça à l'école, je veux dire le noyau. Ça vous l'avez cultivé même dans vos livres, vous, en fait. Aussi. Non mais vous avez raconté en fait. Mais noyau, cytoplasme, membrane. Vous dites ça n'entre pas dans le noyau cet ADN porteur. Donc à un moment donné, il faut arrêter de délirer. Cette façon de dire, on va modifier notre ADN. Et les gens mangent des céréales qui ont été génétiquement modifiées. Ils n'ont pas l'impression qu'on va modifier forcément leur ADN. Donc vous dites n'ayez pas peur, quoi. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur. Vous savez, j'avais un peu prévu votre question. Je vais faire quelque chose. Parce que je vais vous lire la fiche. Une petite notice. Notice. Voilà. Non, mais ce sont les effets secondaires d'un médicament. Rarement une réaction allergique peut survenir. Boutons, rougeur sur la peau, urticaire, brusque gonflement du visage et du cou pouvant entraîner une difficulté à respirer, œdème des coinques. Malaise brutal avec baisse importante de la pression artérielle, choc anaphylactique. Très rares cas d'effets indésirables cutanés graves ont été rapportés. Exceptionnellement, ce médicament peut diminuer le nombre de certaines cellules du sang, globules blancs, leucopénie, neutropénie, plaquettes, thrombopénie, pouvant se manifester avec des saignements de nez et de gencives. Autre effet indésirable possible, trouble du fonctionnement du foie, diminution importante de certains globules blancs pouvant provoquer des infections graves. Je passe le détail. Destruction des globules rouges. Vous n'avez pas mis toute la fiche parce qu'elle est longue. Non, mais c'est important, vous savez. Anémie, déficit en glucose, déficit et éruption cutanée, en plaques rouges arrondies avec des mangeaisons et sensations de brûlure, laissant des taches colorées pouvant disparaître, etc. Douleur
tumeur localisée dans la poitrine qui peut irradier vers l'épaule gauche et la mâchoire d'origine, etc. C'est quoi ce médicament? C'est le Doliprane. C'est le Doliprane, bien sûr. Non, mais ça, c'est vrai. Alors, l'idée d'un comité citoyen là, qui est évoqué pour suivre ça. C'est démagogique, tout ça, cette façon de dire on tire au sort 20 personnes. La dernière fois, vous avez vu ce comité, on tire au sort comme par hasard, on tombe sur Daniel Cohn-Bendit. Enfin bon, cette façon de tirer au sort m'étonne un peu. Ça, c'était pour la poudre de parlement. Oui, mais la démocratie, ça existe. Il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a un gouvernement, il y a un Premier ministre qui peut être justement le chef de l'État préside et le gouvernement gouverne. On se dit, mais plus rien de tout ça ne marche. On récupère 20 personnes, on les coach avec des gens qui sont là pour leur expliquer ce qu'il va finir par falloir penser. Et puis après, on nous dit, regardez, on a fait de la démocratie, c'est de la démocratie directe et participative, c'est de la démagogie, tout ça. Bon, et l'auditeur auquel vous faisiez référence tout à l'heure, il évoquait aussi le passeport vert, là, qui pourrait nous suivre si le passeport a un jour sur les vaccinations et notamment ça. Ça, vous y êtes favorable? Et c'est Israël qui pourrait le mettre sur pied, là. Mais pendant des années, moi, j'avais dans mon passeport un petit carnet jaune qui était un carnet de vaccination et on ne m'autorisait pas à aller. Je suis allé au Mali, je suis allé en Mauritanie, je suis allé en Égypte. Enfin, il fallait être vacciné, fièvre jaune, etc. Puis on allait se faire vacciner et on n'avait pas l'impression que des fascistes nous implanter des nanotechnologies dans le corps pour mieux nous piloter. Et puis, quand on nous disait, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'irez pas, et puis les frontières seront fermées, on ne criait pas pour autant au fascisme. Ça s'appelle de la santé publique, ça s'appelle de la protection de la santé publique. Et vous ne tapez pas, Michel Onfray, sur Big Pharma, comme le font certains. Non, mais alors en même temps, je suis pas dupe. Je sais qu'un pharmacien, c'est pas quelqu'un qui fait de la philanthropie, c'est quelqu'un qui fait du business. Mais en même temps, on peut pas faire du business avec des médicaments qui ne fonctionnent pas, qui fonctionnent mal, ou qui sont pas des médicaments. Tous les effets secondaires, vous avez vu avec le paracétamol, tout le monde prend du Doliprane, et quand on lit ça, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce médicament hyper toxique? Donc effectivement, on va toujours trouver un personnage qui a vomi en Irlande, un troisième qui en Thaïlande aura une diarrhée, un cinquième qui aura eu un mal de tête, un autre qui aura eu un petit rond rouge qui aura persisté pendant 48 heures autour du point d'injection. Évidemment que tout ça va exister. Est-ce que c'est une raison pour dire le vaccin de manière générale et la vaccination dans l'absolu, toutes ces choses-là, c'est mauvais. Alors, qu'est-ce qui vous a vraiment remis sur pied, vous, du Covid? Le Covid que vous avez attrapé visiblement en voyage au Karabakh, c'est ça, non? Oui, je suis allé avec mon ami Stéphane Simon, on est allé faire un reportage là-bas sur le massacre des Arméniens, c'est le génocide qui continue. Et de fait, parce que quand on arrive là-bas, le masque, ça n'existe plus, les restaurants sont ouverts, dans les restaurants, personne n'a de masque, mais c'est de ma faute. J'ai laissé tomber le masque, pour le coup, quand je suis arrivé là-bas. Oui. Bon, puis quand vous êtes sur le front, vous savez, il y a des jeunes qui sont là et qui risquent de mourir, ils vont pas porter un masque en disant j'ai pas envie d'attraper le Covid. Ils sont là prêts à donner leur vie pour défendre leur cause. Donc bon, voilà, on s'est retrouvés dans une voiture à 5 ou 6 en même temps, personne... Et quand vous êtes rentré en France, donc, et même là-bas, déjà, vous avez senti picotement, froid, etc. J'ai senti quelque chose. Après ça, quand je suis descendu de l'avion en France, on m'a demandé un test, enfin comme à tout le monde, pour que je puisse récupérer mes valises. J'ai récupéré mes bagages et j'étais négatif le mercredi, là, dans la nuit du mardi au mercredi. Et le samedi, je me sentais pas bien. Le dimanche, je suis allé me faire tester. Le lundi, j'avais la réponse et j'étais effectivement positif. Et qu'est-ce que vous êtes soigné comment? Vous avez passé un coup de fil au professeur Raoult, je crois, parce que vous connaissez bien. Oui. Alors d'abord, j'ai un médecin généraliste qui, lui, me connaît mieux médicalement que le professeur Raoult. Donc il sait que j'ai un passé qui est un passif. Enfin, j'ai fait un infarctus, j'ai fait deux AVC, etc. Donc lui me dit, écoutez, personnellement, ça c'est mon médecin généraliste, il me dit, moi personnellement, l'hydroxychloroquine, j'en ai acheté dès le départ en me disant, si j'ai besoin, personnellement, pour ma famille, mes amis ou je ne sais quoi, au moins ce sera fait. Puis il me dit, maintenant, je pense que si ça m'arrivait, je ne suis pas sûr que j'utiliserais l'hydroxychloroquine. Il a été effectivement défenseur du professeur Raoult dès le départ et de l'hydroxychloroquine. Moi aussi, j'en demeure, quoi qu'on dise. Parce qu'on a beaucoup dit, on ferait laisse tomber Raoult, c'est pas vrai. J'ai jamais dit ça, j'ai pas dit ça. Je l'ai sollicité, donc mon médecin qui m'a dit... on n'est pas sûr que ça soigne l'hydroxychloroquine, mais en même temps on est sûr avec vous qu'on prend le risque de ce qu'on appelle les torsades de pointe, c'est-à-dire d'accidents, voire d'accidents mortels. Donc quelqu'un vous avez eu des attaques précédemment. Deux AVC, infarctus, etc. Donc quand vous avez un médecin qui dit on n'est pas très sûr que ça soigne vraiment, en même temps avec vous on est sûr qu'il y a des effets secondaires, et parmi les effets secondaires il y a la mort par arrêt cardiaque. Eh bien vous vous dites quoi? Non, je vais être le martyr de l'hydroxychloroquine, allons-y.
On se dit, bon, finalement, la sociologie est plutôt de mon côté. On se dit, il y a quoi, 95%, 98% de gens qui s'en sortent. Puis, je peux faire partie des gens qui ne s'en sortiront pas, mais je préfère ne pas prendre le risque de l'hydroxychloroquine, et puis on verra ce qui va se passer. Donc, j'ai eu après... Zithromycine non plus, en fait, c'est ça, parce qu'il y avait... Si, j'ai eu ça. Oui, ça, parce que ça marche plutôt efficacement, a priori. Oui, alors, bon, moi, ce que je regarde chez le professeur Raoult, c'est que dès le départ, il a dit, moi, je fais une proposition de soins. Et c'est bien une époque où on dit mais il n'y a pas de proposition de soins. Quand on dit mais non, ça marche pas, c'est pas possible, c'est dangereux. Oui, il y avait des effets secondaires à l'hydroxychloroquine. Et les effets secondaires à mon endroit, qui sont des effets secondaires de mort, parce que j'ai ce passé qui est un passif, on fait dire à quelques-uns que de toute façon, l'hydroxychloroquine ça tue. Mais non, ça ne tue pas, ça ne tue pas tout le monde. Et puis c'est les mêmes qui nous disent que ça tue, qui nous disaient que ça ne soignait pas et que ça ne guérissait pas, que ça n'était utile à rien, que c'était finalement de la poudre de perlimpinpin. Il faut savoir ce qu'on veut. Je pense qu'il y a des médicaments qu'on peut prendre et d'autres qu'on ne peut pas prendre. J'ajoute que vous en avez peut-être fait l'expérience, mais si vous allez voir 2 médecins, vous aurez 2 avis, et parfois 2 avis contradictoires. Et je vous conseille pas d'aller en voir 5, parce que vous aurez 5 avis contradictoires. Avec des avis tellement contradictoires que je l'ai vu, moi, quand j'ai fait mon infarctus, certains me disaient 0 médicament. Ouais. Vous avez mangé des saloperies en Afrique, vous avez vomi, diarrhée, etc. Vous avez perdu de l'eau, et c'est ça qui a généré votre AVC. C'est mécanique. Si vous ne vous retrouvez pas dans cette situation, ça n'arrivera jamais à nouveau. Et puis à l'autre extrémité, quelqu'un qui me disait, oh là là, mais toute la batterie de médicaments, 5 ou 6 médicaments à chaque repas, si vous voulez. Vous dites, mais la vérité, elle est où? Entre celui qui me dit non, rien du tout, et celui qui me dit, il faut hyper médicaliser, y compris avec des bêta-bloquants, qu'on avait transformés en abrutis d'une certaine manière. Donc il faut à un moment donné être dans une relation de confiance avec son médecin. Et comment on peut rétablir ce climat de confiance en France, mais autour de ce qui se passe sur le Covid, mais même d'une façon générale, elle est cassée, cette confiance. Et ça, vous le dites beaucoup dans Front Populaire aussi, entre les élites, une certaine élite, et puis et la population, le peuple. C'est la question de l'expertise. Chacun peut être expert en covidologie. C'est-à-dire que n'importe qui peut avoir un avis là-dessus et vous expliquer qu'il a vu un truc à la télévision, il a lu 3 trucs sur Internet, et que, vous lui dites, bon d'accord, tiens, par exemple, comment est constituée une cellule, pour qu'on puisse en parler, quoi. Qu'est-ce qui distingue l'ADN de l'ARN, qu'est-ce qui, etc., etc. Qu'on puisse avoir un petit débat d'experts, un minimum d'expertise, si vous voulez. Pas du tout. L'expertise, c'est moi, point à la ligne. Et le problème, c'est qu'avec la formation d'un certain nombre de médecins, vous avez aussi sur les plateaux de télévision, ce personnage qui nous dira, ça sert à rien, l'autre qui dira, mais bien sûr que si, un personnage qui dira, le masque, ça ne sert à rien, pendant qu'un autre sera avec son masque devant le micro, à la télévision, etc. Quand vous êtes devant vous, votre petit écran, qu'est-ce que vous mettez à penser ? Eh bien, vous mettez à penser ce que vous croyez. C'est-à-dire, on est dans des logiques de croyance. C'est-à-dire que on se met à voir ce qu'on croit et pas à croire ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit, moi, je suis pour la pharmacie, je suis contre la pharmacie. Je suis pour les vaccins, je suis contre les vaccins. Moi, je défends les vaccins. On me dit, j'aimais beaucoup ce que vous étiez, ce que vous faisiez, etc. Mais maintenant, j'ai bien compris, vous faites partie des fumiers, des ordures, etc. Vous êtes payés par les laboratoires pharmaceutiques, etc. On se dit, mais est-ce qu'on pourrait raison garder et parler un peu science, quoi ? Bêtement, le programme du collège. Simplement, avez-vous assimilé le programme du collège concernant Pasteur, par exemple, ça n'est pas le cas. Donc je crois qu'il y a ça, puis il y a les chaînes d'information continue qui font que de 6h le matin à 23h... Et puis l'ensemble des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, bien sûr. Tout ça. Bien sûr, qui alimentent, quoi. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Bon, en même temps, normalement, ça doit susciter la réflexion. On va voir ça, on va en reparler avec vous dans un instant. Vous avez évoqué le référendum. Tiens, est-ce que Macron nous fait encore un coup au général de Gaulle avec son référendum de convention citoyenne? Vous avez pris la défense aussi des policiers dans un blog particulièrement intéressant qui a été repris. On va en parler dans un instant. Et puis, évidemment, de votre livre et beaucoup de questions d'actualité. Il est 9h32. Merci d'être avec nous, toujours avec Michel Onfray pour ce livre « Vie parallèle de Gaulle Mitterrand » aux éditions Robert Laffont. Il vous appelle, comme tous les matins, 0826 300 300. Tenez, on va prendre au standard Jean-Pierre qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Écoutez, moi ça me fait plaisir de vous avoir parce que je vous apprécie tous les matins, alors ça me fait très plaisir de vous avoir au téléphone. Et vous avez en plus aussi Michel Onfray. Bonjour Michel Onfray. Bonjour monsieur. Je suis un lecteur de Front Populaire. J'ai d'ailleurs hésité avant de le prendre parce que quand j'ai vu Front Populaire, je me suis dit qu'est-ce que c'est encore ce truc. Et puis finalement, quand j'ai vu qu'il y avait Michel Onfray à l'intérieur, alors là, je me suis précipité. Merci monsieur, merci. Et Jean-Pierre, vous aviez une réflexion. Vous voulez venir, et je l'évoquais juste avant la pause, à l'instant, parce que Michel Onfray, dans un billet récent qui a été diffusé d'ailleurs sur d'autres médias que Front Populaire, prend la défense des policiers, alors qu'il y a ce débat aujourd'hui. Vous vouliez justement réagir et l'interpeller à ce sujet, quoi. Oui,
parce que j'ai l'impression qu'on assiste en ce moment à une espèce de renversement des valeurs. La police, qui est quand même le gardien de la sécurité et gardien de la paix de notre société, qui est mise au banc de la nation. Et puis, je vais même beaucoup plus loin, parce que ça touche l'international, puisqu'on voit Assa Traoré faire la une du magazine Time aux États-Unis, et qui est élue d'ailleurs femme de l'année. Quand on voit les Black Lives Matter et tout ça, quand on voit l'importance de ce mouvement-là, mise en avant par les médias, bien entendu, on se pose la question. Alors moi, je voulais savoir ce qu'en pense Michel Onfray. Oui, il va vous répondre justement sur toutes ces questions. Michel Onfray. Oui, mais merci d'abord pour votre belle question, parce qu'elle dit tout. N'oubliez pas quand même que Time a aussi fait des couvertures avec des hommes de l'année qui étaient quand même assez singuliers, puisqu'il y a eu un homme de l'année qui était Hitler, et puis quelques temps plus tard, un homme de l'année qui était Staline. Donc effectivement, les couvertures de Time, pour moi, ne font pas la loi. Vous avez raison d'utiliser le mot inversion de valeur ou transvaluation de valeur. C'est quand même sidérant, cette façon d'imaginer que des policiers soient les délinquants et les délinquants soient les héros d'aujourd'hui, parce que la plupart du temps, effectivement, on coupe, on taille les vidéos qui sont faites, et puis on ne voit pas ce qui se passe avant ce qui est montré. C'est-à-dire que les policiers ne se jettent pas sur des gens parce qu'ils sont maghrébins ou noirs, en disant tiens, voilà un noir, on va se payer un noir. Ils interpellent des individus qui ont commis un certain nombre de délits. Ils arrivent parce que quelque chose aura été fait. Je rappelle que la sûreté est un des droits de l'homme, que la police est prévue dans la Déclaration des droits de l'homme, et qu'il nous faut, les hommes étant ce qu'ils sont, des gens qui sont capables d'interpeller des délinquants, comme il faut que nous ayons des gens qui soient capables de juger ces fameux délinquants pour savoir s'ils le sont, s'ils le sont pas, s'ils le sont peu, s'ils le sont pas du tout, si on s'est trompé, et puis des gens pour les incarcérer. Ce serait bien une société sans police, sans armée, sans gendarmerie, sans prison. Ce serait tellement bien une société sans voleurs, sans menteurs, sans hypocrites, sans fourbes, etc. Or, la nature humaine est ainsi faite qu'il nous faut des policiers. Bien sûr qu'il y a un moment donné où, quand vous passez votre journée entière à vous faire insulter, à vous faire taper dessus, à vous faire humilier. J'ai vu l'autre jour un policier qui reculait parce qu'il voulait récupérer une moto que les autres étaient en train de voler. Il y a que de temps en temps, des garçons qui, la plupart du temps, n'ont pas bac plus 10, à l'évidence. Il faudrait aussi faire de la sociologie du recrutement de la police. Des individus qui sont peu formés, mal payés, insultés, qui sont obligés de dire quand ils rentrent chez eux qu'ils travaillent comme pompiers ou je ne sais quoi, mais ils ne peuvent pas dire qu'ils sont policiers, que de temps en temps ça dérape, ça me paraît évident. Ça ne veut pas dire effectivement que le dérapage est normal, défendable. Évidemment, ces gens-là doivent aller en justice, rendre compte de ce qu'ils auront pu faire, mais ils sont des citoyens comme tout le monde, c'est-à-dire qu'eux aussi ont le droit à la défense. On peut aussi expliquer qu'il y a un moment donné où il y a un coup qui est parti, qui n'aurait pas dû partir, enfin, quand je dis un coup, une gifle, pas un coup de revolver, entendons-nous bien, mais il y a juste un moment donné où il faut penser la question de la police, et moi dans ce texte dont vous parlez, j'ai mis ça en relation avec le fameux slogan CRS-SS. De 68, qui est un truc de 68 ans. À l'époque, on trouvait qu'il fallait avoir des sexualités avec les enfants, enfin l'éloge de la pédophilie, où on estimait qu'il fallait tutoyer son professeur et que finalement le professeur avait à apprendre de ses élèves plutôt que l'inverse. On a le droit de délirer, mais il y a un moment donné aussi, quand on est philosophe, on a le droit d'interroger le délire. J'ai vu l'autre jour devant ma télévision des gens qui avaient effectivement écrit police nazie, quoi, des black blocs comme on dit. On se dit mais c'est pas grave le nazisme si c'est ça, vraiment. Combien de morts dans la manifestation? 0. Combien de morts la police a-t-elle fait dans les 10 dernières années comme ça? C'est pas 6 millions de morts comme avec le nazisme. Donc il y a juste un moment donné où, si on veut que le nazisme soit ce qu'il est, que les SS soient ce qu'ils sont, qu'on arrête de dire qu'un policier qui fait respecter la loi est un SS, ou que la police est nazie. Mais il y a quand même un travail à faire auprès, ce que vous disiez, auprès des policiers probablement, pour la formation, et puis peut-être réapprendre certaines choses ou pas. Mais bien sûr, vous savez que le temps de formation des policiers a été réduit. Mais toujours le fric, toujours l'argent, toujours la rentabilité, toujours Maastricht. C'est pas, on peut faire des économies là-dessus. Allez hop, on fait des économies. Mais quand vous envoyez quelqu'un au casse-pipe sans l'avoir formé, alors qu'il aura tiré au revolver 3 ou 4 fois dans l'année, et que vous le mettez en relation avec des milieux qui sont des milieux toxiques, pathogènes, dangereux, où on menace sa vie, l'idée qu'on puisse dire pour, je sais pas, 1 700 €, vous devriez en plus de ça garder votre sang-froid. Est-ce qu'il n'y a pas eu un laisser-aller? Le sociologue Sébastien Rocher dit, étude à l'appui, lui, qu'il y a eu quand même beaucoup trop de
contrôle au faciès qu'on a laissé faire pendant des années. Ça, c'est contrôle au faciès. J'aimerais que ce soit attesté par une véritable sociologie, une véritable enquête. Il dit étude à l'appui. C'est oui, ce qu'il a publié. Il y a aussi un moment donné où, je veux dire qu'on peut faire une sociologie de la délinquance, une sociologie des quartiers. On sait très bien qu'il y a des quartiers dans lesquels il y a une surreprésentation de maghrébins, de population étrangère. Vous allez dans mon village à Chambois, il y a moins. Donc évidemment, il y a une sociologie qu'il faut mettre en relation avec l'urbanisme, avec la misère, la pauvreté, le racisme qui existe aussi, le déclassement d'un certain nombre d'individus. Est-ce qu'il s'accroît le racisme aujourd'hui en France? Vous avez vraiment l'impression? Il y a Maître Gims dans cette interview, j'en parlais tout à l'heure de Paris Match, qui dit moi quand je suis arrivé, la France elle m'a donné beaucoup, je ne sentais pas en fait le racisme. Là aujourd'hui, je sens qu'il y a autre chose. Je ne le mets pas en cause lui, s'il parle d'une expérience personnelle, c'est la sienne, et je vais pas le mettre en cause si c'est ce qu'il a ressenti. Non, lui il dit que pendant des années il a profité justement, et il sentait pas ce racisme en France, quoi. Oui, mais il y a eu et la France a joué un rôle d'ascenseur social pour lui. Mais voilà, mais il a raison, c'est-à-dire que pendant des années on n'a jamais demandé à des gens quelles étaient leurs couleurs de peau, quand on leur disait si vous voulez être français, il n'y a aucun problème, venez d'où vous voudrez, si vous avez envie effectivement de partager nos valeurs, il y aura évidemment aucun problème. Donc quel besoin il y a à ce moment-là d'être raciste? On ne l'est pas. On l'est à partir du moment où on dit mais attendez, vous me pourrissez la vie, c'est impossible, c'est pas pensable. Il y a des gens qui disent mais en banlieue il y a 50 ans c'était formidable, on vivait entre nous, etc. Aujourd'hui il y a des gamins qui passent avec des motos sans permis, qui foncent sur les gens, qui terrorisent les individus. Que le racisme provienne de ça, je ne dis pas que c'est bien. Je dirais une explication au racisme. Si Maître Gims le dit, il a raison. Et simplement, quand il y a une dégradation du climat social, on cherche des boucs émissaires et parfois ce ne sont pas forcément des boucs émissaires. Oui, on va passer en fait à votre livre avec Vie parallèle, De Gaulle et Mitterrand, et puis des appels d'auditeurs, mais juste peut-être une question en fait de transition avec le référendum qu'on a évoqué tout à l'heure rapidement. Emmanuel Macron sur la convention climat, est-ce qu'il fait un coup à la générale de Gaulle là, comme de Gaulle l'a fait donc lui à son époque sur la convention citoyenne, des propositions, comment vous le percevez ça? Non, il fait un coup à la Macron, sûrement pas à la de Gaulle. C'est un larynx, Macron. Ça n'est qu'un larynx. Il parle tout le temps. Il parle tout le temps, c'est un homme du verbe, c'est un homme du mot, c'est un homme qui est toujours sur scène, il a toujours l'impression qu'il fait du théâtre, mais il est simplement président de la République. Il y a un moment donné où il faut arrêter de croire que vous allez régler le problème avec des mots. C'est-à-dire qu'il nous dit « Ah, mais on va faire une loi ». Une loi sur le séparatisme, puis après c'est une loi sur la laïcité, etc. Mais c'est quoi le problème? Vous allez faire une loi et vous avez l'impression que le type qui est venu de Tunisie, par exemple, pour égorger des gens dans une église à Nice, il va dire ah bah non, il y a une loi qui me l'interdit, je vais pas le faire. Ou le Tchétchène qui est venu et qui a été enterré comme un héros, là il va dire ah bah non, la loi française me l'interdit, je ne vais pas égorger le professeur Paty. Enfin ça sert à rien. Et donc sur le référendum sur la convention climat, c'est pas un geste à la De Gaulle sur la décentralisation? Bien sûr que non. Votez pour ça, sinon je m'en vais, quoi. D'abord, c'est pas le genre. C'est peut-être ce qui va se passer. D'abord, je pense que non. Je pense que s'il perd, lui, comme les autres, il va rester. Il fait du bois des Mitterrand et des Chirac et sûrement pas des De Gaulle. C'est-à-dire que De Gaulle dit moi, je perds un référendum, je m'en vais. Lui, d'abord, je suis pas sûr qu'il aura le temps de le faire. Oui. Il reste 22 mois et on va faire un référendum en pleine campagne présidentielle alors qu'il sera lui-même candidat. Et puis ça se constitue pas comme ça, un référendum. On dit pas vous allez faire un truc et demain matin on a un texte et puis la semaine prochaine on vote et puis c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce sont des effets d'annonce. Et puis est-ce que vraiment on a l'impression qu'un alinéa en plus dans un texte ça va changer les choses? Dans la Constitution. C'est pas sérieux. Oui, mais la Constitution de toute façon ça n'a plus rien à voir. Il y a eu combien d'amendements à cette Constitution? La Constitution de 58 elle n'existe plus. Et donc on va refaire un trou, parce que c'est une espèce de galette bretonne dans lequel il y a plein de trous, ou de gruyère, on dira, et on va refaire un trou en disant, vous avez vu, on a changé les choses. Ça ne change rien. Est-ce que de Gaulle, qui luttait contre l'effondrement de la civilisation, est-ce que ça veut dire que depuis François Mitterrand, on a affaire à des chefs d'État carriéristes? Depuis après le général de Gaulle, je dirais. C'est-à-dire que Pompidou un peu aussi, mais il n'a pas trop eu le temps de contribuer à la désagrégation de la France, mais tout de même un peu. Quant à Giscard, c'est formidable, la façon qu'il a eu de tout saper, de tout détruire, de tout casser. Vous avez vu qu'il a quand même été enterré avec un drapeau français plus un drapeau européen sur le cercueil. Il y a un drapeau en trop. Cette façon de dire priorité à l'Europe, ça veut dire que la France n'est plus prioritaire. Donc je pense que depuis effectivement la fin du général de Gaulle, il n'y a plus de gaullisme. Et
contrairement à ce qu'on croit. Tout le monde se réclame du général de Gaulle. D'abord, le gaullisme, c'est un souverainisme. Ça veut dire que la nation fait la loi chez elle, et elle fait la loi avec le peuple qu'elle sollicite. On sollicite le peuple, et on ne le sollicite pas comme ça pour faire semblant, en disant, voudriez-vous de ce fameux traité européen en 2005 ? Non, on n'en veut pas. Vous n'en voulez pas, vous l'aurez tout de même. Et en 2008, traité de Lisbonne, et on lui refile tout de même. Tous ces gens-là sont discrédités. Les socialistes, les républicains, l'UMP, les chiraciens, enfin tous ces gens qui ont joué ce jeu-là devraient être interdits d'existence politique, parce que c'est le peuple qui fait la loi. Je veux dire, la démocratie, c'est ça. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Aujourd'hui, ça n'est plus le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir des gens sur le peuple, et qui sont des techniciens, des technocrates, des financiers, des banquiers, des maastrichtiens, des postes nationaux, des individus qui ont envie qu'on en finisse avec la France en disant, mais c'est une vieille lune. La France, la nation, tout ça c'est fasciste, c'est d'extrême droite, et puis vite fait, vous êtes pétiniste, vous êtes vichiste, etc. Non, je pense que ça n'aura pas d'effet en dehors de l'effet d'annonce, ce propos de Macron. On va continuer dans un instant. Mitterrand qui se voyait en Vercingétorix. Si vous racontez, il y a un passage très intéressant, parce qu'évidemment, ce titre fait référence à d'autres, vie parallèle. On y reviendra. Des minibus. 9h47, si vous voulez parler ou débattre avec Michel Onfray, 0826 300 300 pour ce livre Vie parallèle de Gaulle-Mitterrand aux éditions Robert Laffont, avec Sandrine qui est en ligne. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour, alors moi j'aime bien regarder les choses un peu sous un autre angle. Donc, alors si on regarde un peu les enjeux climatiques, depuis 30 ans on voyait que rien n'avait été fait, on sentait bien qu'on était plus gouverné par nos peurs, enfin en tout cas par les peurs de nos gouvernants qui s'attaquaient pas aux vrais problèmes. Et comme par hasard, on voit que cette crise sanitaire au moins aura eu le bénéfice de ralentir un petit peu le réchauffement climatique, ce qui est une très bonne chose. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ce serait bien peut-être déjà de poser un peu le débat sur ce qui va se passer après, sur les nouvelles économies locales qu'on va pouvoir mettre en place, faire des débats sur les bâtiments bioclimatiques, etc. Mais je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire, un peu comme ça a été fait par le Conseil de la Résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut s'y préparer avant la fin de cette crise pour pouvoir être prêt et d'attaque. Déjà, on n'est pas complètement prêt pour affronter la crise. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? C'est vrai, il faut parler du monde d'après, mais on l'évoquait ce matin avec la ministre Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, où on pensait beaucoup à un moment donné, il y a quelques mois, au monde d'après, et puis là, on se retrouve, on n'en est pas sorti quand même. Non, mais c'est pas un problème, parce que, je veux dire, on n'était pas prêt à la guerre, on s'est fait ratiboiser en 3 mois, et en 42, on a commencé à se dire qu'il allait y avoir un monde après, et qu'il fallait le préparer pour qu'au moins il existe. Je veux dire, à partir du moment où il est déjà dans les esprits, au moins on a une chance que derrière il arrive. Mais tout ça, ça m'amène à une autre réflexion par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est qu'on voit qu'il y a d'autres enjeux aussi derrière cette crise sanitaire. Et il y a des mesures sanitaires qui sont quand même pleines de surprises. On voit un couvre-feu à 20h. Est-ce qu'on est vraiment dupe sur le fait que le virus est plus ou moins virulent après ou avant 20h ? Et on voit bien que derrière ça, il y a peut-être des enjeux qui sont sécuritaires, qui empiètent complètement sur les libertés publiques et qui sont acceptées par les populations que parce qu'elles sont présentées sous un axe sanitaire. Voilà. Moi, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de tout ça. D'accord. Bon, on va en parler avec Michel Onfray. Grosso modo, si je résume, Sandrine, votre pensée, je ne voudrais pas la déformer, c'est est-ce que vous pensez que cette crise sanitaire sert à nous faire accepter beaucoup de choses, quoi. En gros, c'est ça. Oui, bon. et puis tant mieux pour le climat, parce que il y a eu moins d'activité. On aurait eu un petit peu plus, j'ai envie de dire, je ne vais pas le dire, mais en espagnol, on va le dire un peu plus de coronets avant. Peut-être qu'on aurait fait des choses depuis le temps que. En tout cas, ça a ouvert les esprits. Ça a ouvert les esprits. Voilà. Michel Onfray, je vois dubitatif. Oui, parce que moi, j'ai pas lu les mêmes analyses que madame. Moi, j'ai vu le contraire. C'est-à-dire, j'ai vu effectivement qu'il n'y avait plus de voitures, plus de pollution, évidemment, mais que finalement, ça n'avait aucune incidence sur le réchauffement climatique. Donc, on n'a pas effectivement les mêmes lectures. Par ailleurs, quand effectivement, c'est pas en 1942 que les Français disent que les choses vont pouvoir changer, je rappelle que c'est le 18 juin 1940. Donc, c'est concomitant. Et puis ensuite, comparaison n'est pas raison. On n'est pas dans une logique de guerre, contrairement à ce que disait Macron. Pour en arriver au sujet, je pense que tout le monde fait des erreurs de causalité. C'est-à-dire qu'on nous dit, mais regardez, ça ne fait que tant de morts. Mais ça ne fait que tant de morts parce qu'il y a confinement. Ça ne fait que tant de morts, donc à quoi bon le confinement ? C'est l'inverse. Déconfiner, puis vous allez voir combien il va y en avoir. Donc il y a juste un moment donné, on peut pas dire, ça fait pas beaucoup de morts, il faudrait qu'on arrête ce délire. Ça ne fait pas beaucoup de morts,
ça en fait évidemment trop, mais parce qu'il y a ces gestes barrières, etc. etc. Alors évidemment, il y a plein de choses à redire. Et puis il y a plein de conséquences. Le monde de la culture que vous aimez bien, les restaurants, il y a le monde de la religion, le tourisme, etc. Interdire les messes, mais autoriser les supermarchés, interdire les librairies, mais en même temps permettre à un certain nombre d'autres grandes surfaces à des grandes surfaces d'exister, etc. Je ne suis pas complotiste. Je ne pense pas qu'on a fabriqué ce virus juste pour pouvoir mettre les gens à genoux et les faire obéir. Je pense effectivement que Macron et les autres chefs d'État de la planète souhaiteraient vraiment que l'économie puisse fonctionner, que tout le monde puisse sortir et qu'on n'ait pas besoin de confinement. Simplement, je pense qu'on pourrait confiner autrement. D'abord, moi je l'ai dit dès le départ. Il n'y a pas de problème. Je le disais le 28 janvier sur un plateau, d'ailleurs celui du LCI, je disais si on confine en Chine, faites attention, les Chinois sont pas du genre à économiser leur population. S'ils économisent leur population, c'est qu'il y a un problème. Vous allez voir, il va y avoir un problème. On a attendu mars pour que Emmanuel Macron nous dise mais moi je continue à aller avec ma femme au théâtre, on continue aux terrasses, etc. Mars, vous vous rendez compte, décembre, janvier, février, mars, avril, c'était comme si pendant ce temps-là on faisait venir les avions chinois, on a qui venaient de Chine, etc., etc. Donc évidemment que ça a été mal géré, c'est sûr. Que tout était fait n'importe quoi, c'est sûr. Qu'on nous ait dit pas besoin de masques alors que finalement on n'avait pas acheté les masques et qu'on n'en avait pas, donc voilà, c'est sûr. On aurait dit mais attendez, c'est comme les taxis de la Marne, nous n'avons pas fait des stocks, on est responsable et coupable. Moi, Emmanuel Macron, je ne suis pas responsable de décisions qui ont été prises quand je n'étais pas chef de l'État, mais maintenant on va fabriquer des masques chez soi. On va vous donner des tutos, on va vous dire comment on les fabrique, et puis vous les portez massivement. Et puis on va faire de telle sorte, en Normandie, il y avait des jeunes qui avaient inventé un test de dépistage là, qui fonctionnait, et bien on va faire de telle sorte, on va mettre de l'argent là-dedans, quand il s'agit de trouver des bombes pour aller bombarder la Syrie, on trouve de l'argent, on va mettre de l'argent là-dedans, et on va tester massivement, et on va isoler massivement. Ce qu'on ne fait pas suffisamment. Voilà, c'est-à-dire que dans un pays jacobin, on dit on confine tout le monde. Ben, ça veut dire qu'on massacre tout le monde. Mais il fallait confiner. Et moi, par exemple, quand on m'a dit que j'avais le Covid, je suis rentré chez moi, j'ai reçu 2 coups de fil. C'est tout. C'est-à-dire, j'étais pas en état de sortir de mon lit. Ça, je vous assure que pendant 18 jours, j'ai pas été en état. Mais j'aurais été en état de sortir de mon lit. Je pouvais sortir, je pouvais aller, je pouvais venir, je pouvais contaminer, etc. Donc, il n'y a pas de suivi des gens qui sont malades. On laisse faire. C'est une espèce d'anarchie généralisée. Et je pense que c'est pas du tout pour le pouvoir l'occasion de dire on va jouir d'une espèce de néofascisme et puis on va vous interdire contrôle, surveillance, contrôler, on va surveiller, etc. Mais le contrôle et la surveillance existaient précédemment dans la logique même de la servitude volontaire. Je rappelle que les gens qui ne peuvent pas faire 3 pas sans regarder leur téléphone portable... Et il est là le contrôle. Mais c'est ça le contrôle. On est localisé partout. Voilà. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Ce sont les GAFAM qui nous pilotent. Et puis là, on est en train de... Ils nous pilotent en partie quand même. Vous avez vu que les puissances des GAFAM supérieures au poids aujourd'hui des pays, quoi. Donc ça peut être inquiétant pour l'avenir, mais c'est autre chose, non ? Ah mais c'est inquiétant. Mais quand on pense ce qu'on veut de Trump, mais quand vous avez des boîtes qui interdisent l'expression de Trump, on se dit mais bravo, on bloque son compte, on ferme le compte de tel ou tel. Moi ça m'est arrivé. Question sur votre livre quand même. L'heure tourne, on n'en a quasiment pas parlé, mais on va en parler. Enfin moi je voulais revenir justement plutôt sur les violences policières et surtout sur Assa Traoré, parce que le monsieur disait tout à l'heure qu'elle était femme de l'année, elle n'était pas femme de l'année, elle est gardienne de l'année désignée. Est-ce que ça en dit long finalement sur l'image qu'on a à l'extérieur de la France ? Ça en dit long sur ce que les États-Unis veulent faire avec la France depuis des années. Très précisément avec le 6 juin 44, même si vous voulez bien, puisque moi je suis normand, et les Américains avaient un projet qu'on appelle l'AMGOT. C'est l'acronyme de gouvernement allié militaire, etc. Les États-Unis avaient l'intention de transformer la France en État américain. Et je vous rappelle que l'opération Overlord, qui est le nom de code du débarquement, Overlord, ça veut dire suzerain, ça veut dire vassalisation, ça veut dire que les Américains voulaient vassaliser les Français. Ils ont essayé de le faire, le général de Gaulle dit à Bayeux, dit non, pas du tout. Et puis moi d'abord, j'ai placé mes préfets, et ce sont des préfets qui viennent de la résistance, y compris des préfets qui viennent du Parti communiste. Et les Américains se trouvent pris de court. Il y avait une monnaie qui était battue à l'époque, il y a des billets de l'AMGOT, c'est-à-dire que les Américains ont le souci de s'installer en France et de détruire la France. Ils l'ont eu militairement, ça n'a pas marché avec le général de Gaulle. Ils l'ont eu ensuite avec le fameux American Way of Life. C'est-à-dire, on est arrivé, cigarette blonde, jazz, chewing-gum, cinéma, radio, télévision dans les maisons, frigidaire, etc. Oui, mais en même temps, bonne chose. Souvenez-vous, tout le frigidaire. Mais tout le monde aime la chanson non, mais tout le monde aime la chanson de Jean Ferrat, La Montagne. Mais en même temps, ils veulent bien la montagne, mais en même temps, ils veulent le Formica, ils veulent le ciné, ils veulent le frigidaire, en disant que ça a changé beaucoup dans les campagnes, notamment le Formica aussi. Oui, moi, je
j'ai connu ça chez mes parents. Il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas de télévision, et je suis pas sûr que pour autant le malheur était là. Je suis pas sûr que quand ces bestioles sont arrivées dans les maisons, quand vous avez eu la télévision au milieu de vous et des repas familiaux, parce que on se parlait plus, mais on regardait la télévision, je ne suis pas sûr que ce soit forcément un progrès moral. En revanche... Oui, mais ça, c'est l'évolution des sociétés. Après, il faut faire avec. Oui, si on veut, mais on peut aussi ne pas vouloir de cette société-là. Une société de l'avoir, une société de l'argent, une société du business, une société des valeurs futiles. Oui, mais comment réconcilier aujourd'hui ces communautés qui s'opposent? Comment les réconcilier? C'est un peu compliqué parce que d'abord on a laissé faire. Donc plus on a laissé pourrir les situations, plus ça devient problématique et difficile. Je veux dire, les États-Unis, pour y revenir, ils ont le désir de détruire la France et ce qui fait la spécificité française. Il faut donc qu'ils présentent au monde la France comme un pays raciste, comme un pays islamophobe. Le décolonialisme, l'indigénisme, ça vient de chez eux. C'est notre philosophie des déconstructionnistes 68 les Deleuze, les Foucault, Guattari, etc., qui est partie aux États-Unis, traduite aux États-Unis. Déjà, c'était pas très clair en français. Quand c'est traduit aux États-Unis, et en plus de ça, quand c'est commenté par des profs sur des campus, ça devient cette espèce de délire qu'il n'y a pas forcément chez ces penseurs-là. Ce serait intéressant d'avoir des Foucault et des Deleuze pour nous dire, pensez-vous que ce qu'on fait de votre œuvre, c'est vraiment ce que vous en auriez souhaité? Et vous l'évoquez beaucoup, en tout cas aussi dans votre livre, hein. Vie parallèle de Gaulle, Mitterrand, et vous revenez sur Mitterrand qui voulait laisser une trace aussi, hein. Dans l'histoire, il voulait être enterré à Brive-Bract, hein. Vous revenez avec Jack Lang qui l'avait dit, etc. Enfin bon, il y a plein d'anecdotes, c'est un vrai récit, c'est passionnant, très bien à lire, à mettre sous le sapin la semaine prochaine, et vous reviendrez, on en reparlera. Merci Michel Onfray. Merci à vous d'avoir été avec nous. En tout cas,